Claude Brocati, vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Montpellier, chercheuse. Et justement, dans le cadre de votre thèse d'histoire, le thème était la politique internationale de la CFDT entre 1964 et 1988. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, des relations internationales de la CFDT? Qu'est-ce qui les guidait dans les années 70? Alors, donc tout d'abord, on peut dire que sa première ligne directrice, c'était sa volonté de vouloir refonder le syndicalisme international dans ses structures mêmes. Il faut savoir que la CFDT, à ce moment-là, elle est affiliée à une petite confédération internationale, qui est la CMT, Confédération mondiale du travail, et elle n'y trouve pas vraiment satisfaction parce que c'est en fait une organisation très très réduite qui, pour l'essentiel, se résume à la CFDT et à la CSC belge. Et qui est issue d'ailleurs, qui ressemble essentiellement des syndicats chrétiens. Voilà, c'est les anciens syndicats chrétiens qui se sont aussi déconfessionnalisés. À côté d'elle existe la CISL, la Confédération des syndicats libres, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, la FSM. Donc la CFDT veut notamment faire réunir ces syndicats chrétiens avec ceux du bloc de l'Ouest, donc les syndicats libres, qui ont l'avantage d'être des organisations les plus puissantes, et notamment les organisations les plus puissantes à l'échelle européenne. Et donc cette volonté de refonder ce syndicalisme international l'a conduit notamment à pousser et à agir pour la création de la CES, la Confédération européenne des syndicats. Donc avec cette particularité, c'est que ce qui la guide dans cette fondation de la Confédération européenne des syndicats n'est pas tellement la volonté de s'organiser à l'échelle européenne face au marché commun, c'est une volonté bien réelle, mais pour elle, avant tout, c'est de pouvoir créer une nouvelle confédération syndicale internationale qui serait fondée sur un principe unitaire avec la réunion de tous les syndicats, en estimant qu'à ce moment-là, ce qui importe davantage, étant donné les rapports de force à l'échelle internationale, c'est d'être ensemble, dans une même organisation. Et alors, dans ce cadre-là, donc, elle agit aussi avec la centrale principale italienne. Oui, alors c'est à ce niveau-là qu'elle va s'allier avec les Italiens qui ont cette même motivation. Il faut savoir qu'en Italie, à ce moment-là, les trois principales confédérations italiennes sont regroupées dans une fédération unitaire, donc notamment les communistes, les socialistes et une branche un peu socialiste. Et non seulement la CFDT partage avec eux une certaine symbiose d'un point de vue idéologique, une certaine entente, mais avec en plus cette même motivation plus stratégique. Alors les années 70, ça a été au plan international des années marquées par les luttes anti-impérialisme. Bien sûr, tout le monde pense au Vietnam, il y en a eu d'autres. Est-ce que la CFDT a été concernée par ça? Alors, très concernée, elle a parfaitement intégré ce combat-là. Elle va en faire une de ses lignes directrices en 70 même. Le combat anti-impérialiste devient une de ses grandes lignes d'action, de ses grandes valeurs. Et ça se symbolise même au lendemain du congrès d'Issy Moulineaux, le congrès de 70, parce qu'elle proclame le socialisme démocratique, l'autogestion. Le lendemain, le samedi après-midi, après la fin du congrès, elle va se rendre ensemble à un grand meeting pour la paix au Vietnam qui se déroulait à ce moment-là, je crois, au Bois de Vincennes, quelque chose comme ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que la CFDT combattait pour la paix au Vietnam, mais c'est que là, elle le faisait dans le cadre du mouvement de la paix, de toutes les organisations de gauche qui étaient en lutte pour la paix au Vietnam, alors qu'auparavant, la CFDT cherchait à tenir une ligne un peu pour la paix, mais en respectant un certain équilibre entre forces communistes et le Vietnam du Sud. 70, elle ne s'embarrasse plus de ce genre de précautions et elle intègre totalement le combat anti-impérialiste et devient dès lors une de ses valeurs affichées. Donc ça va se traduire également par le soutien porté aux militants d'Amérique latine lorsqu'ils vont être attaqués par les différents coups d'État militaires. Donc elle va notamment soutenir les Chiliens qui vont se retrouver en France. Elle va soutenir les Brésiliens également, exilés énormément. Soutien, ça veut dire prêt de locaux, soutien financier, aide à l'apparition de journaux, ce genre de choses. Donc c'était très important. C'est au même moment où elle va aussi se tourner vers l'Afrique du Sud et l'ensemble des pays d'Afrique australe dans le combat contre l'apartheid. Et surtout, ce mouvement anti-impérialiste va culminer avec ses liaisons nourries avec le mouvement non aligné. Donc
d'abord la Yougoslavie, mais également tous les pays arabes, et qui vont l'amener à participer, à organiser la conférence syndicale mondiale sur le développement qui aura lieu à Belgrade en 1980, qui sera un peu Justement, sur le conflit israélo-palestinien depuis 1948, quelle est la position de la CFDT dans ces années 70 ? Alors, il faut marquer deux temps en fait à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au début des années 70, au moment où cette lutte contre l'anti-impérialisme est la plus forte, c'est sans doute le moment où la CFDT a tenu la position la plus proche vis-à-vis des pays arabes. Notamment au moment de la guerre du Kippour en 1973, la CFDT va totalement soutenir les pays arabes contre Israël en dénonçant notamment la violation des résolutions de l'ONU, les territoires occupés. Mais il faut savoir que la CFDT avait par ailleurs également des liens avec les syndicats israéliens, avec les Stradout, qu'elle avait commencé à nouer déjà depuis une décennie, et que voilà, on avait des relations plus ou moins de confiance. Donc, à partir des années 75-76, elle va recentrer un peu son approche et va adopter une ligne qui va être une ligne d'équilibre, en reconnaissant en fait à la fois d'une part la nécessité absolue de faire la paix, mais qu'à ce titre, les revendications des deux côtés peuvent être justifiées, c'est-à-dire un souci de sécurité pour les Israéliens et l'aspiration à un territoire autonome, indépendant pour les Palestiniens. Et à ce niveau-là, la CFDT est assez originale, notamment dans le paysage français. Il faut savoir qu'au même moment, la CGT était pro-arabe et FO était pro-israélienne. Donc la CFDT va essayer au contraire de tenir une ligne d'équilibre et voire même de dialogue. C'est-à-dire qu'elle fera toujours en sorte, notamment à ses congrès, d'inviter aussi bien des représentants israéliens que des représentants des organisations arabes, et avec toujours ce souci de partager cette volonté de paix, enfin de dialogue. Ultime question, cette dimension de solidarité ou d'action commune, tant au niveau européen qu'au niveau international plus large, comment est-ce que ça a nourri, comment est-ce que ça a enrichi la CFDT ? Alors là-dessus, il y a deux choses à dire. C'est d'une part, la CFDT se nourrit forcément des modèles étrangers qu'elle est amenée à côtoyer. On a vu ça déjà dans les années 60, c'est comme ça qu'elle a découvert la Yougoslavie, mais c'est pas seulement la Yougoslavie, on peut parler aussi notamment d'Israël à ce niveau-là. Dans les années 70, cette prise de connaissance de l'étranger l'amène également finalement à voir comment fonctionnent notamment les grands syndicats européens qu'elle côtoie de plus en plus au sein de la CES. Et c'est là notamment qu'elle se rend compte de la force du syndicalisme dans les pays scandinaves, la force du DGB, chez les Italiens également. Et je crois que quelque part ça peut nourrir sa prétention à la fin de la décennie, lorsqu'elle effectue son recentrage, de l'importance qu'elle donne à la syndicalisation et à la place, notamment des syndicats dans les entreprises. Là, je crois qu'il y a vraiment une genèse européenne dans cette évolution, dans cette trajectoire. Et je crois qu'aussi, deuxièmement, dans une approche, on va dire, un peu plus globale, c'est que ces années 70 sont pour la CFDT les années où elle voit le monde et où le monde vient à elle également. C'est-à-dire qu'on vient toquer à la porte de la CFDT parce qu'on a entendu parler d'elle. Edmond Maire est un personnage très connu, même à l'étranger. Il est à peu près reçu partout. Et je crois que du coup, ça nourrit sa légitimité. Ça nourrit si vous voulez, sa force, sa croyance en elle-même, quelque part. C'est-à-dire cette capacité à se placer, à placer et à assumer des positions de force sur la scène nationale. Et je dis ça en remettant en perspective par rapport à l'histoire même de la CFDT, qui était avant le syndicat chrétien et qui, à ce titre, avait du mal à exister face notamment à la CGT et qui était toujours soupçonnée d'illégitimité de la part de FO. Donc cette reconnaissance internationale a certainement nourri son élan et permettant de continuer à grandir sur ces années-là.